Des recherches menées par l'Université d'Oxford montrent qu'il n'existe pas de personne qui excelle dans l'ingéniosité stratégique et l'excellence opérationnelle et dans la capacité à établir des relations. La comparaison avec le canard vient inévitablement à l'esprit. Un canard peut voler, il peut nager, il peut marcher, mais n'excelle en rien. Le leader n'existe pas. Le leader ne peut pas tout faire tout seul. Steve Jobs a dit « Il ne sert à rien d'engager des personnes intelligentes et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des personnes intelligentes pour qu'elles nous disent ce que nous devons faire. » Cette déclaration de Steve Jobs penche fortement vers le principe du travail axé sur le rendement et des équipes autonomes. Dans les modules précédents, nous avons vu que les employés à distance doivent avoir des compétences telles que l'autonomie et l'indépendance. Le temps où l'on était considéré comme bon parce que l'on était présent au bureau 10 heures par jour est révolu. À partir de cette autonomie, trop de personnes font la traduction automatique en lâchant tout le monde et en déléguant à distance. Il y a là un grand malentendu. Rien n'en est moins vrai. Une fois que vous aurez démêlé le cryptogramme, cette affirmation ne sera plus un choc pour vous. Le travail axé sur les résultats ne signifie pas qu'il faille automatiquement lâcher prise et ou faire confiance à tout le monde. Au contraire, il faut garder tout le monde ensemble, y compris les experts qui peuvent parfaitement travailler de manière indépendante et autonome. Vous ne pouvez pas vous permettre de supposer que tout va bien, de faire confiance à 100% pour ensuite découvrir qu'il y a des lacunes. Le travail à distance entraîne plusieurs paradoxes. Les employés considèrent la liberté qu'ils ont acquise comme un progrès. Personne ne me surveille, mais d'un autre côté, personne ne voit ce que vous faites toute la journée et vous obtenez donc moins de reconnaissance et d'appréciation. Nous constatons également un paradoxe chez les managers. D'un côté, ils ne savent pas qui fait quoi et peuvent moins surveiller, mais en même temps, ils indiquent qu'ils trouvent ennuyeux de ne pas pouvoir toujours être là pour leur équipe quand elle a besoin d'informations ou de gestion. Le travail à distance a également un impact sur la façon dont les managers interprètent leur leadership. D'une équipe pilotée par le manager où les employés sont responsables de l'exécution des tâches à une équipe autonome, autogérée, où les employés donnent eux-mêmes la direction, façonnent l'équipe, gèrent leur travail et exécutent les tâches. Lors de la conférence Lead à Londres en 2019, Rebecca Hill a montré cette diapositive qui résume bien la situation. Cela signifie que votre rôle passe du statut de manager qui gère le travail opérationnel à celui de leader qui dirige l'équipe et qui prend le temps de coacher et de développer les personnes pour qu'elles deviennent une meilleure version d'elles-mêmes. Le travail à distance rend importantes des valeurs telles que l'engagement. Les gens doivent prendre des responsabilités car il n'y a personne derrière eux pour contrôler le travail. Mais pour que les employés prennent des responsabilités, vous devez leur laisser de l'espace. D'autre part, vous devez également disposer de la technologie nécessaire pour contrôler les performances et l'efficacité. Le suivi reste de toute façon important, non seulement dans la situation actuelle, mais dans chaque contexte où l'on donne des responsabilités et de la liberté. Il est important, en tant que manager, de définir clairement le terrain de jeu. Vos collaborateurs doivent savoir
s'il est normal qu'il s'arrête, par exemple, à 16 heures l'après-midi pour s'occuper des enfants et qu'il travaille encore quelques heures à 19 heures. Les attentes doivent être très claires, surtout à distance. Nous devons donc faire en sorte que tout le monde reste soudé dans un environnement de travail à distance. Le maintien de la cohésion se fait mieux en concertation, ensemble, de manière co-créative, ouverte et surtout transparente. Je propose cela avec deux axes où nous avons chacun une responsabilité. L'employé est responsable de s'assurer que les choses sont bien faites et le manager est responsable de s'assurer que nous faisons les bonnes choses, ce qui conduit à une combinaison entre efficacité et efficience, la fusion ultime. En tant qu'employé, vous ne bénéficiez pas d'un micromanager, mais de même, un manager absent n'est pas un cadeau non plus. Cela donne trop le sentiment que votre manager ne se soucie pas de vous, que vous ne pouvez pas compter sur lui et que vous devez vous débrouiller seul. Ces deux axes indiquent également 4 positions. Et si nous les parcourons, nous jetons les bases d'un travail orienté vers les résultats ou d'un travail axé sur la production, les performances. J'utilise ici une méthodologie issue du travail agile, à savoir le Plan, Do, Check, Act. Nous cherchons également à améliorer l'efficience et l'efficacité. Le cercle Plan, Do, Check, Act ou le cercle de Deming a d'abord été appliqué dans des environnements de production. Si vous voulez produire 100 voitures, il n'est pas logique qu'un responsable se tienne au bout de la chaîne et vérifie toutes les voitures pour constater ensuite que, par exemple, il y a un souci et que, par exemple, il y a quelques voitures qui quittent la chaîne sans essuie-glace. Le mal est déjà fait. Vous perdez des ressources, du temps, de l'argent et vous créez de la frustration parmi les collègues. Agile signifie que vous atteignez vos résultats d'une manière allégée, entre guillemets. Vous devez donc vous placer au début et surtout planifier très bien ce dont les employés ont besoin pour atteindre les résultats de manière autonome afin de pouvoir les récompenser pour les résultats. Diriger vers le succès et non pour l'échec. Étant donné qu'un leader à distance n'a pas la possibilité de se placer à côté de l'employé, en bout de chaîne, pour tout contrôler, nous pouvons très bien utiliser cette méthodologie pour trouver l'équilibre entre gérer et déléguer, entre contrôler et faire confiance. À distance, un leader doit se concentrer sur le premier poste, la première position, la position de planification, la position de gérer. Plus celui-ci sera bien supervisé, mis en œuvre, construit et élaboré, moins il sera nécessaire de procéder à des ajustements par la suite. Plus vous abordez en profondeur tous les éléments de cette première position, plus vous devenez stratégique dans votre rôle et plus vous déléguez la gestion quotidienne à l'employé. Moins vous devez assumer ce rôle, moins vous subissez de pression. La stratégie signifie que vous vous concentrez principalement sur le pourquoi et le quoi ou le que, mais que vous laissez le comment aux employés. Voyons donc ce que vous avez à faire. Avant de laisser quelqu'un travailler de manière autonome, vous devez d'abord formuler une vision. Une vision est une image, un état idéal, une aspiration exprimée en mots ou en images. C'est quelque chose que vous voulez réaliser ensemble. La vision
le rêve de l'avenir doit être clair et chacun doit la connaître, la ressentir et la propager. Avant tout, une vision doit inviter, susciter l'enthousiasme, nous donner à tous un certain élan et une certaine motivation, une sorte d'effet Red Bull. Dans le cadre du coaching en leadership, je donne parfois cet exemple pour faire sentir à mon coaché l'importance de la vision. Supposons que vous vous rendiez dans une agence de voyage sans avoir de vision ou d'image de vos vacances idéales et que vous demandiez « Réservez-moi des vacances. J'ai travaillé très dur et j'ai besoin de me détendre. » Il y a de fortes chances que l'agence de voyage vous propose un voyage qui ne correspond pas à vos attentes. La destination, les délais, le budget, la période sont tout sauf votre idéal. L'agence fait un bon bénéfice, mais vous êtes très déçu. Certains dirigeants, lorsque je leur demande quelle est la vision de leur équipe, me répondent par la vision de l'entreprise, la déclaration de mission. C'est certainement la position de départ, car la vision de votre équipe doit être conforme à la vision de l'entreprise. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, il s'agit qu'un langage flou, très éloigné de leur émission de chevet, et ils ne s'y retrouvent pas. Quelle est votre vision de l'avenir? Comment allez-vous organiser les choses pour que, ensemble, vous puissiez réaliser la mission? Votre vision doit être connue et vécue par chaque employé. Votre vision donne le ton aux stratégies commerciales qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs. Votre vision vous indique comment vous allez travailler pour réaliser votre mission. Mettez la vidéo en pause pendant un moment et répondez aux questions de votre cahier d'exercices qui vous aideront à formuler une vision pour votre équipe. Ces questions vous aideront à découvrir quelle est la vision de votre équipe. Quelle est votre vision de l'avenir? Les questions qui peuvent vous aider: comment allez-vous organiser les choses pour qu'ensemble vous puissiez réaliser la mission? Quelles sont nos raisons d'être? Qu'est-ce que nous défendons? Quelle est notre devise? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? À quoi voulons-nous consacrer du temps ou de l'énergie? Où nous voyons-nous demain et au-delà? Que voulons-nous que les autres, par exemple les clients, les collègues, disent de moi? Et que voulons-nous encore faire et surtout aussi, pourquoi? Lisa Earle McLeod, stratège des ventes et auteure du livre Selling with Noble Purpose, partage sur Harvard Business Review les 3 erreurs les plus courantes qui entravent l'efficacité de vos efforts en matière d'objectifs. D'abord, un manque de mesures claires. Les organisations ont des mesures pour les objectifs de production, les recettes des ventes, la satisfaction des clients et d'autres domaines clés. L'objectif exige une attention similaire. Ceux qui prennent leurs objectifs au sérieux ajoutent des indicateurs qualitatifs pour mesurer les progrès, plutôt que de se fier uniquement aux mesures quantitatives traditionnelles telles que les ventes et les bénéfices, etc. L'objectif de Mars Petker, par exemple, est de créer un monde meilleur pour les animaux de compagnie. L'entreprise prend l'habitude de suivre la santé, la nutrition et l'absence de foyer des animaux de compagnie pour évaluer les progrès stratégiques par rapport à l'objectif,
ainsi que le nombre de recommandations chaleureuses, le nombre de nouveaux clients et les commentaires directs des clients. Une fois que vous disposez d'une mesure, même s'il s'agit d'un indicateur imparfait, vous êtes en contact quotidien avec l'objectif de l'organisation. Deuxième erreur, ne pas relier l'objectif et les ventes. Lorsque la pression augmente pour atteindre les objectifs de vente, l'objectif est souvent laissé de côté. Une erreur coûteuse et inutile. Des recherches menées par l'Université de l'État de Michigan, par exemple, montrent que les vendeurs qui ont un but au-delà de l'argent fournissent plus d'efforts et sont plus adaptables au fil du temps que les vendeurs qui se concentrent uniquement sur les objectifs internes et les quotas. Pour faire naître un but dans une équipe de vente, les dirigeants doivent rendre la réalisation de l'objectif organisationnel aussi clair que les objectifs financiers. Par exemple, vous pouvez insister sur l'objectif dans les réunions de vente et parler de la façon dont l'organisation fait une réelle différence pour les clients. Une autre suggestion, dites combien de clients les vendeurs ont aidé au lieu de vous contenter du nombre d'affaires qu'ils ont remportées. Cette simple reformulation donne une autre tournure à l'histoire. Elle permet à l'équipe de vente de comprendre que si nous sommes à la hauteur de notre objectif, nous atteindrons nos objectifs de vente. Troisième erreur, manquer de l'opportunité d'activer l'objectif chez vos employés. Il est tentant de considérer l'objectif comme un outil de communication avec le monde extérieur, puis de supposer qu'il trouvera son chemin dans l'organisation. Par exemple, Ernst & Young, ils ont intégré un objectif, construire un monde de travail meilleur dans le travail quotidien de chaque individu de l'organisation. Un auditeur peut examiner ces tâches quotidiennes et voir comment chacune d'entre elles améliore le monde du travail. Demandez à vos collaborateurs comment notre travail fait-il la différence? Comment avons-nous un impact positif sur nos clients, notre équipe et notre communauté? Quel rôle jouez-nous pour nous aider à atteindre notre objectif? Et interrogeant les gens sur leur propre lien avec l'objectif de l'entreprise plutôt que de leur dire. L'objectif passe du statut de mantra d'entreprise à celui de propriété personnelle. Cela crée un lien mental avec l'objectif supérieur de l'organisation que les membres de votre équipe peuvent utiliser pour se réinitialiser en période de changement et incertitude. Une fois qu'une entreprise a annoncé une certaine vision ou politique, elle invite les employés à commencer à se comporter en conséquence. Dropbox a annoncé la vision suivante en octobre 2020 en pleine pandémie de Corona. Plusieurs entreprises technologiques ont déjà annoncé des changements de politique concernant le travail à distance. Les plans de Dropbox vont un peu plus loin et ont des conséquences considérables pour les bureaux de l'entreprise de logiciels. Les bureaux de Dropbox ne serviront plus de lieu de travail quotidien, mais seront transformés en espaces de rencontre pour des réunions sociales ou de constitution d'équipe. Ils sont appelés études Dropbox. Tous les employés travaillent désormais à domicile. Le retournement de situation est formidable quand on sait qu'avant le verrouillage, seuls 3% travaillaient à distance. D'ailleurs, en 2017, Dropbox avait ouvert un autre headquarters
à San Francisco, avec 70 000 pieds carrés de bureaux. La vision a changé. La nouvelle orientation est un glissement de terrain culturel pour l'entreprise qui compte un peu moins de 3 000 employés. Dropbox veut développer des habitudes meilleures et différentes sur le moment et la manière dont les employés se réunissent. Une journée entière d'appels vidéo est trop fatigante. Les dirigeants décident de la fréquence des réunions de leurs équipes. Vous pouvez regarder la vidéo du PDG de Dropbox en annexe. Une culture d'entreprise claire dans laquelle les employés se sentent impliqués et vivent pleinement cette culture, la mission et la vision de l'entreprise sont connues et partagées et une étape importante pour lier un employé distant à l'organisation. On ne parvient pas à un changement de comportement durable en se contentant de mettre les valeurs de l'entreprise sur le site web, surtout à distance. Avec une culture d'entreprise soutenue, le travail peut être effectué partout dans le monde. Votre lieu de travail n'est plus le lieu physique où vous travaillez, mais bien plus la culture qu'une entreprise crée. Travailler à distance sur le même projet à des moments différents montre donc plus que jamais à quel point cette culture d'entreprise est devenue importante. Rappelez-vous, la culture fait toujours échouer la stratégie. Vous pouvez mettre une stratégie fantastique sur papier, mais si la culture d'entreprise n'est pas présente pour réaliser cette stratégie, elle restera un rêve idéal sur papier et vous courez un grand risque de ne pas la réaliser. Ainsi, en tant que dirigeant, demandez-vous si vous avez fait tout votre possible pour connaître réellement la culture de l'organisation, pour la comprendre dans ses moindres détails. En tant que dirigeant, vous devez connaître et être capable de lire la culture de l'organisation au niveau le plus profond. Le changement de comportement reste difficile lorsque nous n'intégrons pas complètement les nouvelles connaissances. Grâce à la distance et au changement d'espace de travail, l'employé voit et vit un changement quotidien qui conduit finalement à une nouvelle culture. La crise de Corona est un bon test de la culture d'entreprise pour chaque entreprise et ses employés. Comment l'entreprise a-t-elle réagi à l'évolution des circonstances? Chaque dirigeant et chaque employé ont-ils immédiatement adhéré à la nouvelle réalité? Si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous stimuler et guider nos collaborateurs? Si la culture d'entreprise n'est pas adaptée au travail à distance, ou si l'on ne se comporte pas en conséquence, pas de let's walk the talk, parce que la direction n'est pas un exemple, par exemple, pas suffisamment préparée à lâcher le contrôle et à suivre les décisions prises par les équipes autogérées, une telle équipe ne peut pas fonctionner et vous récoltez des frustrations. Pour éviter l'isolement, la culture d'entreprise doit reconnaître et valoriser individuellement les membres de l'équipe. Les personnes doivent se sentir bien, impliquées et engagées. Il ne s'agit pas d'avantage, mais d'intégration. Pour activer votre culture, ne vous attendez pas à ce que les employés se contentent de reprendre vos valeurs sans parler de les intégrer. Déterminez si la culture de votre entreprise se résume à un ensemble d'avantages ou si elle représente authentiquement votre ADN, votre cœur, votre personnalité et votre entreprise. Permettez à vos collaborateurs d'expérimenter directement la manière dont vous formulez
et développer les objectifs. Faites-le ensemble. La co-création garantit que vous vous rapprochez les uns des autres, qu'ils aient une meilleure idée de vous et vous d'eux. Faites attention à vos propres hypothèses ou croyances. Vous ne pouvez plus lead by walking around. Identifiez des moyens nouveaux et uniques d'incarner votre culture. Il est crucial d'utiliser les outils techniques comme guide pour créer des espaces de connexion entre les personnes. Nous y reviendrons dans les vidéos suivantes. Des structures sont désormais construites avec des canaux de discussion et des événements en ligne pour des sujets personnels et professionnels. Par exemple, si l'une de vos valeurs fondamentales est liée à l'apprentissage et à la curiosité, planifiez une table ronde pour les membres de votre équipe afin de discuter d'un article intéressant. Si vous valorisez l'innovation, organisez une exposition virtuelle où chaque employé présente une idée de produit créative. Développez un système de jumelage, de parrainage où les employés prennent régulièrement rendez-vous par un café ou un déjeuner virtuel avec un membre de l'équipe choisi au hasard. De cette façon, vous créez des liens informels entre les membres de l'équipe, ce qui favorise la confiance et le bien-être. Remettez en question votre culture virtuelle une fois par an et de préférence 2 fois par an. La culture est dynamique et en constante évolution. Prêtez une attention constante au feedback de l'équipe. Si vous voyez des signes de désalignement, d'isolement ou de désengagement, traitez-les immédiatement. Ne changez pas les gens, réparez la culture. Créez un environnement inclusif où les gens se sentent chez eux et où ils ont besoin d'être intégrés. La somme des comportements de vos collaborateurs constitue la culture de l'entreprise. Si les employeurs se concentrent trop sur les résultats, l'éthique risque de disparaître peu à peu du tableau. La moralité profondément ancrée chez les employés peut être mise à mal lorsque l'accent est mis uniquement sur la productivité, l'efficacité et la rapidité. Dans une telle situation, certains employés se mettent sous une pression de performance accrue et peuvent faire des choix qu'ils n'auraient pas fait autrement. Les bons dirigeants en sont conscients et posent constamment les bonnes questions, même en période économiquement difficile. C'est possible et c'est permis, mais devons-nous le vouloir? Dans votre cahier de travail, vous pouvez faire un tour d'horizon des valeurs et des personnes qui ont un rôle exemplaire en la matière ou qui doivent encore se développer. Un autre obstacle qui joue un rôle en certains temps de travail à distance lorsqu'il s'agit d'éthique et d'intégrité est le manque d'exemplarité. L'exemplarité, les bons dirigeants donnent le bon exemple et savent motiver leurs collaborateurs de la bonne manière. Or, c'est précisément cette visibilité qui fait actuellement défaut. Les employés ne voient ou n'entendent pratiquement jamais leur leader en action lors de conversations avec un client ou un fournisseur. Comme la plupart des employés ne voient leur leader que lors des réunions virtuelles, l'impact d'un comportement exemplaire est bien moindre. Pour les leaders, il est donc conseillé de réfléchir au moins au moment où ils sont visibles. Que montrez-vous alors? Quels sont les thèmes que vous rendez importants? Pour les entreprises et les organisations qui réfléchissent à la manière dont elles vont organiser le travail hybride,
il est conseillé de tenir compte de ce type de considération éthique. La gamification peut être un bon moyen de charger les valeurs fondamentales de l'organisation et d'encourager de manière ludique les employés à adopter le comportement souhaité, adapté à cette nouvelle situation. Il peut être également conseillé d'intégrer consciemment un espace de réflexion lors d'une réunion d'équipe virtuelle. Comment avons-nous travaillé ensemble au cours de la période écoulée? Quels étaient les dilemmes en jeu? Et comment l'équipe pourrait-elle résoudre un tel dilemme différemment la prochaine fois? En accordant une attention structurelle à la réflexion, le seuil à partir duquel les collègues soulèvent les dilemmes éthiques et s'adressent aux autres sur ces dilemmes devient plus bas. En tant que leader, n'oubliez pas de distribuer des compliments pour les choses qui se sont bien passées. Les ventes et la satisfaction des clients ont-elles augmenté? N'oubliez pas de le faire savoir à votre équipe. Raison de plus pour qu'une organisation réfléchisse soigneusement à la manière dont elle organise son travail, pas seulement au sens physique, mais aussi en termes de coopération et d'éthique. Vous pouvez en faire un aperçu dans votre cahier de travail. Nous devons également savoir clairement ce que l'on attend de nous en fixant des objectifs clairs. Une bonne approche pour engager votre équipe consiste à traduire la vision stratégique en objectifs concrets auxquels l'individu et l'équipe peuvent s'identifier. Les gens doivent comprendre pourquoi ce qu'ils font est important, ce qu'ils apportent, quelle est leur valeur ajoutée, afin de se sentir impliqués et de s'approprier le projet. C'est également de cette manière que nous construisons la culture d'entreprise. Le changement est devenu une constante dans notre travail quotidien. En tant que dirigeant, vous devez stimuler l'esprit de changement de vos employés si vous voulez que votre entreprise reste compétitive et à l'épreuve du temps. Autrefois, l'accent était mis sur l'intelligence et l'intelligence émotionnelle, mais il existe désormais un facteur supplémentaire, le quotient d'adaptabilité. À quelle vitesse une personne peut-elle se réorienter? Est-elle orientée vers les solutions et est-elle flexible? Avec quelle facilité s'adapte-t-il à un nouvel environnement, à de nouvelles circonstances? Comment perçoit-il le changement permanent? En tant que leader, vous devez stimuler cet état d'esprit. Par exemple, en impliquant les personnes dans la prise de décision, en mettant constamment l'apprentissage, la croissance et l'amélioration continue à l'ordre du jour, en stimulant la pensée créative en termes de renouvellement et n'acceptant pas l'immobilisation, en recherchant activement de nouvelles façons de travailler et en remettant tout en question, en initiant des boucles de feedback, en faisant tourner les tâches, les responsabilités, les rôles et les domaines. De cette façon, l'ajustement continu devient la nouvelle norme. Et c'est ainsi que vous mettez constamment vos collaborateurs au défi. Avec le temps, cela crée également une culture du changement dans l'entreprise. Faites attention à ce que vous attendez et à ce que vous devez donner. Si vous attendez de la flexibilité, vous devez aussi la donner. Et n'oubliez pas que la
culture est la somme des comportements quotidiens de chacun. Soyez donc un exemple. L'importance de l'appropriation augmente encore plus à distance. Si en tant que dirigeant, vous pouvez être sûr que les employés prennent leur tâche au sérieux, vous aurez moins de travail à faire en matière de management, de gestion à distance. Mais même si votre équipe n'a pas fait preuve d'appropriation récemment, il est également important de travailler à distance. Mais ce n'est certainement pas plus facile. Commencez donc le plus modestement possible en fixant un objectif à court terme. Par exemple, assurez-vous d'avoir un objectif pour la semaine à venir. Exprimez votre confiance en lui et partagez les petites réussites. Soyez prêts et ayez des conversations virtuelles. C'est beaucoup plus difficile que physique, mais si votre équipe ne se prend pas en main maintenant, vous devrez le faire. Voici quelques questions utiles que les dirigeants peuvent se poser au cours de ce processus. Quelles personnes avez-vous tendance à choisir? Y a-t-il des personnes auxquelles vous accordez inconsciemment moins d'attention? En d'autres termes, attribuez-vous de nouvelles tâches à des personnes que vous connaissiez plutôt qu'à celles qui répondent le mieux aux critères d'une tâche ou d'un projet particulier. Lorsque les employés eux-mêmes ont une influence sur leur façon de travailler et peuvent contribuer à déterminer comment les objectifs sont réalisés, cela conduit à une plus grande implication et motivation. Une étude menée par le cabinet du conseil et de recherche américaine Gallup montre que les équipes ayant un niveau élevé d'implication sont 22% plus productives, ont un taux de rotation du personnel inférieur de 65% et font 41% d'erreurs en moins. Le leadership consiste à donner une direction. S'il n'y a pas de direction, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent s'approprier et chacun remplira les détails différemment avec toutes les conséquences que cela implique. Qui ose s'approprier la situation lorsqu'il est jugé pour ses erreurs? Dès que les gens commencent à travailler par eux-mêmes, des erreurs seront commises. C'est à vous, en tant que leader, d'accepter que cela arrive et de garder les yeux ouverts pour voir les leçons à tirer. Car c'est aussi cela l'appropriation. Reconnaître ses erreurs et voir ce qui peut être amélioré. En créant une culture où les gens reconnaissent leurs propres erreurs, ils sont plus enclins à se lever et à entreprendre de nouvelles tâches sans se soucier de savoir si une erreur pourrait nuire à leur carrière. Notez que dans des directives ne consiste pas à dire comment faire quelque chose, à donner des ordres ou à dire comment faire quelque chose. Il s'agit de savoir où nous voulons être dans un délai X, en fixant un drapeau pour ainsi dire à tant de résultats et pourquoi. J'ai remarqué que de nombreux dirigeants ont du mal à comprendre cela dans le cadre du coaching en leadership. Si vous devez expliquer à vos collaborateurs comment faire quelque chose, vous perdez toute autonomie, ce qui est une compétence importante pour les travailleurs à distance. Ceux qui sont plus autonomes, c'est-à-dire capables de faire leurs propres choix, s'impliquent davantage et sont plus disposés à se perfectionner. Un employé autonome veut acquérir les bonnes expériences et développer ses compétences pour devenir encore meilleur dans son travail. L'autonomie peut être donnée en permettant à vos employés de planifier leur temps, de choisir les tâches qu'ils effectuent en premier et comment, et avec qui ils travaillent.
la liberté de décider pour eux-mêmes, hein, jusqu'à un certain point, bien sûr. Nous sommes parfois attirés dans un piège par les employés qui veulent que nous leur disions comment l'objectif doit être atteint. Limitez-vous à expliquer ce que nous voulons atteindre et surtout pourquoi, afin qu'à chaque action, les collaborateurs se demandent si cette action contribue à atteindre les objectifs fixés. Ils doivent être capables de faire cette évaluation eux-mêmes. Les collaborateurs doivent se sentir motivés pour atteindre ces objectifs. Une fois que vous avez indiqué la direction que vous souhaitez prendre, hein, l'astuce consiste à faire en sorte que les gens s'engagent à atteindre ces objectifs. Assurez-vous que les gens ont envie de travailler pour atteindre cet objectif. Partagez les réussites, les meilleures pratiques, les leçons apprises, les progrès. Tout le monde veut faire partie d'une équipe gagnante. S'ils voient que beaucoup de choses se passent bien, que nous apprenons constamment et que vous êtes confiant en tant que leader, ils apporteront automatiquement leur contribution. Les objectifs facilitent également le processus de prise de décision. Vous pouvez vous référer aux objectifs pour chaque choix. Quel choix correspond le mieux à nos objectifs? Ce que nous faisons aujourd'hui correspond-il à nos objectifs à court et à long terme? Ce choix nous aide-t-il à nous rapprocher de nos objectifs ou s'en écarte-t-il? De cette manière, les employés eux-mêmes sont capables de prendre et de oser prendre des décisions. En tant que dirigeant, vous pouvez également vous orienter vers des objectifs hebdomadaires à court terme, fixation d'objectifs, en motivant vos employés à les atteindre et en leur donnant une idée claire de ce que l'on attend d'eux. De cette façon, vous assurez la concentration et les priorités. Bien sûr, il y aura beaucoup d'autres choses que l'employé fera cette semaine-là, mais nous avons un accord engagement sur les tâches importantes. Les employés et le chef ont des attentes les uns envers les autres. Dans des circonstances normales, celles-ci sont rapidement exprimées par le biais de questions, de mails et de conversations, formelles ou informelles. Il convient d'examiner si ces attentes peuvent être formalisées. Il est probable que non seulement la façon de travailler a changé, mais aussi les processus, les activités, les délais, les attentes du marché, etc. Il peut donc être utile de traduire les objectifs à long terme en objectifs à court terme. Quels sont les objectifs que nous fixons? À quelle échéance fixons-nous ces objectifs? Que voulons-nous atteindre d'ici la fin du mois? Et où voulons-nous être à la fin de cette semaine? Et à la fin de la semaine prochaine? De quoi avez-vous besoin pour atteindre ces objectifs? Comme nous travaillons à distance, ces objectifs concrets à court terme constituent un cadre clair dans lequel travailler. Ils aident les employés à s'orienter, à faire les bonnes choses et à prendre les bonnes décisions. Savons-nous maintenant ce que chacun fait à chaque minute de chaque jour? Non. Nous ne le savons pas, mais nous avons une idée de ce que pourrait être le résultat final de la semaine. Nous pouvons discuter de la charge de travail que quelqu'un assume, trop ou trop peu. Nous pouvons modifier nos propres priorités pour aider quelqu'un d'autre qui est submergé par le travail. Se fixer des objectifs peut être une tâche décourageante la première fois. Personne ne me dit ce que je dois faire. Comment savoir sur quoi travailler? C'est pourquoi il vous incombe en tant que leader de faciliter le processus de création d'objectifs. Vous pouvez passer par 3 niveaux. Vous fixez vous-même les objectifs de votre équipe. C'est le niveau de base.
il y a de la clarté, mais l'équipe a peu à dire sur la possibilité d'atteindre ses objectifs. Et il y a peu de responsabilité ou pas de responsabilité. Vous co-créez les objectifs avec l'équipe. C'est un bon niveau. Vous discutez d'ensemble de ce que pourraient être les objectifs et vous vous mettez d'accord sur ceux-ci. L'équipe crée les objectifs. Le deuxième niveau, c'est le meilleur endroit où se trouver. Vous avez fixé l'étoile polaire et l'équipe peut fixer ses propres objectifs et prend ainsi une responsabilité totale. Alors, quelle est ma responsabilité en tant que leader? Vous vous assurez que l'équipe a tout ce dont elle a besoin pour faire son travail. Vous vous rendez disponible pour toute aide dont il pourrait avoir besoin. Vous pouvez regarder à l'extérieur de l'équipe, vers les clients internes ou externes, plutôt qu'à l'intérieur de l'équipe ou vers l'équipe. Commencez par donner le bon exemple. Soyez transparent quant aux objectifs que vous essayez d'atteindre chaque semaine et faites en état et documentez-les clairement. Ils servent de point de départ à la fixation d'objectifs individuels. Ayez des conversations sur ces objectifs et discutez de la manière dont vous pouvez les atteindre ensemble. Soyez très clair dans vos attentes à l'égard de la coopération et soyez en même temps ouverts au feedback. Il s'agit d'un travail d'équipe. Votre cahier d'exercices vous aidera à franchir ces premières étapes. Prenez le temps d'y travailler. Le succès est là. Ne vous précipitez pas sur la prochaine vidéo. Laissez-vous imprégner, faites votre réflexion. Et je vous invite également à regarder l'interview de Jeff Bezos, le PDG de Amazon, pour vous inspirer.